On a essayé de faire des photographies de la personnalité des médecins, et en réalité on n'en a pas trouvé des traits, à part effectivement plutôt l'optimisme et la compassion, qui sont quand même assez importants, mais qui ne sont pas des traits forts. En revanche, dans ce que vous avez dit, c'est vrai que la durée de la consultation, le prix des honoraires, la notoriété, la longueur de la durée d'attente pour avoir un rendez-vous, tout ça sont des facteurs, pas très moraux, mais des facteurs qui rentrent en ligne de compte. Mais en réalité, ce qui a été démontré, c'est qu'en fait, c'est plutôt le fait que certains médecins sont placebo-inducteurs dans certains domaines, dans certaines situations, et pas dans d'autres. Je m'explique. Prenez un étudiant en médecine, un mec plutôt tranquille, plutôt mesuré, qui s'énerve jamais. Il fait son dernier stage en gériatrie. Et puis évidemment, son patron lui donne un sujet de thèse en gériatrie, puis il va bosser, il va faire une bonne thèse. Donc il connaît bien la gériatrie, quand il s'installe, il connaît la gériatrie. Et ce jeune médecin qui prend son temps, qui ne s'énerve pas quand les dames enlèvent leurs 2 corsets, leurs 3 chemises et leurs gaines et leurs paires de balles, très très cool, ben, il fait bien. Et il est très apprécié de ces vieilles dames qui vont le dire à leurs copines, et rapidement le quartier va venir, il va sélectionner les vieilles dames, donc il va plus lire sur les vieilles dames, il va devenir encore plus performant, il va aller au congrès de gériatrie, et ce mec, il va être placebo-inducteur à donf sur les vieilles dames. Mais en revanche, chez les ados, il risque d'être moyen, de ne pas être très très bien perçu, il va s'habiller un peu traditionnel. Donc ce médecin va être placebo-inducteur en gériatrie et probablement nocebo-inducteur chez les adolescents. Alors on essaye de comprendre ce qui fait qu'un médecin, qu'est-ce qui fait qu'à la faculté on nous apprend à avoir un effet placebo. Et en fait, il suffit de se mettre dans la peau d'un anthropologue et de regarder cette étrange tribu, les malades, et de leurs chamans, les médecins. Donc imaginez, vous êtes un citoyen, un kidam, vous êtes dans la rue, puis vous avez mal au ventre. Alors anxieusement, vous cherchez un immeuble, et puis vous repérez une plaque rectangulaire en cuivre bien astiquée, dont les dimensions sont strictement encadrées par le Conseil de l'ordre. Pas le droit d'être plus grand, pas le droit d'être plus petit, c'est vrai ce que je dis. Aux États-Unis, on peut mettre des néons, des petites annonces. En France, c'est complètement encadré. Vous sonnez, et là, il y a un personnage habillé d'un costume rituel, qu'on appelle une blouse blanche, et qui, autour du cou, a un collier avec un curieux gris-gris argenté qu'on appelle un stéthoscope, et vous lui dites « Bonjour, docteur ». Et là, vous vous apercevez que c'est pratiquement le seul métier où on donne systématiquement le titre à l'interlocuteur. Alors vous allez me dire, bon, ben, il y a les notaires, les avocats, les appels maîtres, les ambassadeurs, Excellence, les évêques, Monseigneur, mais c'est quand même plutôt une espèce en voie de disparition. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans les dîners en ville, la maîtresse de maison, elle a un notaire, un avocat, asseyez-vous monsieur, elle a un médecin, asseyez-vous docteur. C'est-à-dire que ce terme de docteur colle à la peau du médecin, et si vous reprenez docteur Knock, monsieur Knock, hein, qu'est-ce que vous voyez? C'est que le docteur Knock, qui avait tout compris d'effet placebo, malheureusement c'était un escroc, un charlatan, c'était pas pour la bonne cause, mais lui qui avait tout compris, il exigeait qu'en toutes circonstances on l'appelât docteur, même ses amis, même sa famille, parce qu'il avait repéré que cette distance, cette espèce de côté un peu sacralisé d'un personnage, bon, qui n'est pas exactement au même niveau, parce qu'on l'appelle docteur, ça augmentait la puissance de ses remèdes. Donc voilà, bonjour docteur, et vous rentrez dans le cabinet, parce que tous les mots ont d'importance en médecine, et vous vous installez pour une consultation. Ça, c'est le premier acte. Et vous commencez à parler, ben, écoutez, voilà docteur, j'ai eu mal au ventre, ça devait être une gastralgie. Et puis ensuite, j'ai eu mal à la tête, sûrement des céphalées, mais j'ai plus mes règles. Ah, vous avez une aménorrhée. Donc au fur et à mesure, vous avez une traduction simultanée qui vous transporte dans un univers parallèle, vous ne comprenez pas tout bien, c'est autre chose, il y a un mystère qui commence à s'installer. Deuxième temps de la consultation, celui que j'appelle la danse sacrée, c'est-à-dire que le patient, parce qu'on est un patient, est-ce que vous savez, est-ce que quelqu'un parmi vous sait ce que c'est qu'un patient à l'origine? Qu'est-ce que ça veut dire patient? Et non. Ah oui, oui, c'est celui qui attend, mais il attend quoi à l'origine? Ça remonte à la Renaissance. C'est pas la torture? Presque, vous me brûlez, si j'ose dire. C'est qu'on a l'acquisition. Vous êtes presque. Hein. Le patient, c'est celui qui était condamné, qui
attendait son exécution. Donc c'est sympa d'être appelé des patients. On est tous des patients, évidemment, mais bon. Donc le patient, dans le deuxième acte de la consultation, il est allongé dans le plus simple appareil. Pourquoi allongé? Parce que c'est classiquement une position de soumission. Moi, j'ai toujours été frappé. Moi, je suis un spécialiste du sommeil avant tout. J'étais frappé quand j'arrive dans mon service. Je suis assez matinal, donc je vois à 8h, 8h30. Les patients ils vaguent, ils sont réveillés, ils ont pris leur petit déjeuner, ils papotent. Et quand on commence la visite, tout le monde s'allonge. Il n'y a pas de raison. Pourquoi quelqu'un qui a des apnées du sommeil s'allongerait-il quand je passe? On s'allonge. Parce que quand le patron passe, on doit être dans une position de soumission. Et alors le médecin commence à danser, à tourner autour du patient et il lui fait des choses, il l'observe, il le tapote, donc il le percute, il peut le pénétrer, il peut même, chose pénalement interdite pour tous les autres, lui enlever des morceaux de son anatomie. On peut enlever une appendicite, on peut enlever un membre, on peut faire des choses, alors que c'est complètement interdit. Si votre voisine vous enlève un doigt, ben, normalement, c'est mal vu par la police. Le médecin, il a le droit. On voit que le médecin, il a des privilèges tout à fait exceptionnels. Troisième temps de la consultation, le parchemin sacré. Alors le parchemin sacré, qu'on appelle l'ordonnance, parce que le médecin, il ne donne pas des conseils, il ordonne. Et seul le juge et le ministre, ou le président de la République, font les ordonnances, et le médecin. Et donc, dans cette ordonnance, si vous avez déjà regardé, par exemple, le soin avec lequel les médecins choisissent le filigrane du papier, la calligraphie des entêtes, avec des titres qui sont d'ailleurs de nos jours de plus en plus exotiques et de plus en plus nombreux, des fois même en bas, il y a la Légion d'honneur ou le mérite. Puis s'il reste un peu de place, eh bien, le médecin, en règle, écrit de manière illisible. Ça, c'est connu. Ou alors, version moderne, c'est l'ordinateur, donc il est très moderne, qui sort l'ordonnance. Et le caractère illisible, je l'ai vérifié, j'ai demandé aux confrères chinois, leurs idéogrammes sont indéchiffrables, les confrères arabes, également impossible. Donc il y a vraiment une espèce de côté universel du caractère illisible du médecin. Et alors, quand vous leur demandez, bah oui, parce qu'on écrit à toute allure, et à la fac, il fallait prendre les cours à toute allure, mais Tintin, c'est exactement pareil dans tous les métiers, tous les profs de fac dictent à toute allure, et tout le monde écrit à toute allure. Mais le médecin écrit mal, je vais jusqu'à me demander si on n'a pas des cours à notre insu pour apprendre à écrire mal. Et ce qui est très étrange, c'est que, au fond, l'idée, c'est que le médecin a été écrit de manière illisible parce que c'est une écriture un peu sacrée et que le profane ne peut pas vraiment la lire et que seul son acolyte, c'est-à-dire le pharmacien, disciple de Champollion, est capable de déchiffrer cette écriture. Et c'est extraordinaire quand vous regardez dans les pharmacies où il y a des personnes âgées avec un peu de cataracte et le pharmacien, alors eux ils écrivent très bien, recopie de sa belle calligraphie sur la boîte 2 comprimés le matin, 1 à midi et 1 le soir. Et quand on se dit à quel point c'est dangereux ces médicaments qu'on prescrit, il n'y a pratiquement jamais de pépins, parce que les pharmaciens font bien leur boulot et transcrivent cette écriture sacrée. Et c'est tellement sacré que si le médecin écorche votre nom, se trompe de date, vous n'avez pas le droit de rectifier, sous peine d'être condamné de manière pénale. Et vous devez reporter l'ordonnance pour rectifier votre nom, ou pour rectifier la date, ou s'il y a un oubli. C'est un parchemin sacré. Et si vous regardez ce qui est écrit dessus, ce parchemin, c'est très étrange, les mots. Si vous êtes en Afrique, par exemple, vous voyez que les remèdes invoquent la maladie. Eh bien, Seresta, sérénité, stabilité. Prozac, c'est pour l'action. Catarsta stabilise la cataracte. Urbanil rend plus urbain les anxieux qui ne sont pas souvent. L'ascensil vous élève vers des paradis sanitaires. Bref, tous ces médicaments essayent soit d'évoquer la maladie, soit d'invoquer la guérison. Et donc c'est un mécanisme complètement magique, complètement chamanique, qu'on retrouve dans la plupart des cultures universelles. Et les laboratoires dépensent beaucoup d'argent pour trouver des noms qui percutent. Alors des fois ils se plantent. Par exemple, il y avait un laboratoire allemand, suisse-allemand plutôt. Vous savez que les Suisses-allemands et Suisses-français, c'est pas vraiment l'entente cordiale. Et ce laboratoire donc, de Bâle avait sorti un hypnotique qui s'appelait le Dormal. Je suis sûr que ça a été un peu moyen, ça a changé assez vite leur nom, parce qu'en français, ça sonnait assez mal.
Si on regarde encore ce qui est prescrit, on voit aussi que tout a de l'importance. Par exemple, le nom du médicament, on en a parlé. Est-ce que vous savez, par exemple, d'où vient le mot Viagra? Qui c'est ça? Vigueur et Niagara. Pourquoi Niagara? Parce que Niagara, aux États-Unis, c'est le lieu traditionnel des voyages de noces. Et c'est vrai qu'en Europe, Viagra a moins bien marché au début pour les labos, qui ont été très déçus, parce que Viagra, nous, ça ne nous évoque rien. Alors pour un Américain, c'est immédiat. Tout de suite, on voyage de noces, vigueur, donc pas besoin de faire un dessin. Il l'aurait appelé Vianise, peut-être que ça aurait mieux marché chez lui. Parce que ça nous aurait immédiatement parlé. Alors on pourrait multiplier les exemples, mais par exemple, la couleur. Les laboratoires ont beaucoup investi sur la couleur des médicaments, avec une symbolique des couleurs, on trouve pratiquement la même en Afrique noire, et en général, par exemple, les médicaments roses, c'est plutôt pour l'anxiété. Et le même médicament a été étudié, s'appelle l'Isanxia, Prazépam, le même comprimé au même patient, s'il est rose, a plus d'efficacité que s'il est vert. Ça a été bien démontré. Le bleu, c'est plutôt pour faire dormir, le ciel. Le bleu fluo, donc c'est le Viagra. Le rouge fluo, c'est plutôt pour réveiller, pour donner la forme. Le jaune safran, c'est plutôt pour les infections urinaires. Et pour une raison qui m'a toujours échappé, le marron, c'est plutôt digestif. Donc vous voyez qu'il y a une symbolique très forte. Et il y a aussi le fait que la taille du médicament a été beaucoup étudiée. Pour le public, le moins efficace, c'est-à-dire l'étalon, le standard, c'est le comprimé d'aspirine, c'est-à-dire qu'il est tout bête parce qu'il est rond, blanc et de taille moyenne. Donc c'est celui qui a le moins d'effet placebo. S'il est très gros, difficile à déglutir, inconsciemment on pense que c'est parce qu'il contient beaucoup de substances actives, ce qui est tout à fait faux. Bon, on pense qu'il y en a plus. Ou au contraire, s'il est tout petit, vous savez, ces comprimés minuscules qu'il faut couper en deux, quand vous êtes parkinsonien, vous adorez ça, eh bien ce minuscule comprimé est supposé contenir une substance extrêmement forte, efficace, parce qu'il en faut très peu. Et c'est toute la mythologie du nain surpuissant. Je vous renvoie par exemple à Toulouse-Lautrec, qui se décrivait comme une cafetière avec un énorme bec verseur. Donc on voit que la puissance du petit comprimé est quelque chose d'important. Alors on pourrait comme ça dire aussi que quand un médicament, tant qu'il est prescrit sur ordonnance, va avoir beaucoup d'efficacité, le jour où il devient accessible sans ordonnance, il perd énormément son efficacité. Comme s'il fallait qu'il y ait cette espèce de bénédiction scientifique du médecin et qui garde un côté dangereux, donc efficace.